Et donc, on retrouve tout le temps chez lui ce besoin maladif d'oblitérer toute la particularité juive du judaïsme dans sa conception d'un Moyen-Orient qui est elle-même complètement fantasmée, c'est là que c'est intéressant, sur un mode juif. Un Moyen-Orient où il n'y a pas d'apartheid possible, où toutes les langues sont parlées, où tous les gens se mélangent, où les gens prennent les habitudes vestimentaires les uns des autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose que l'on trouve en Israël. Pas tellement dans les communautés juives, mais en Israël. Dans l'État d'Israël, n'importe qui a été passé 2 semaines, 3 semaines en Israël, il est marqué par ça. Il est abasourdi par cette réalité cosmopolite de la société israélienne. Je vous mets encore un autre extrait. Je mets beaucoup d'extraits de lui parce que je veux qu'on l'entende s'exprimer pour qu'on voit que c'est pas une attaque ad hominem, c'est vraiment son discours. C'est le discours, moi, des gens qui m'intéressent. C'est pas leur personnalité, c'est pas leur personne. Encore un autre extrait. Je vais essayer de le mettre directement. Et voilà. Et l'argument est tout simple, c'est le mouvement sioniste, c'est un mouvement nationaliste comme tous les autres, un mouvement de libération. Tous les juifs, tous les peuples de la terre ont droit à leur nation, premièrement. Deuxièmement, les juifs constituent une nation. Donc les juifs ont droit de se constituer en nation. Or, je vais vous dire une chose. Ça n'est pas notre affaire. Si les juifs veulent se constituer en nation, ça les regarde. Donc je pense qu'il faut toujours éviter de rentrer dans cette... Parce qu'une nation est toujours artificielle de toute façon. Et on peut créer une nation à partir de n'importe quoi, n'importe où. Même sur Mars, si c'est possible. Oui, la nation est quelque chose de très, très récent dans l'histoire. Ça a à peine 2 siècles. Ça a à peine 2 siècles, l'idée de nation. Et donc, faut jamais, à mon avis, enfin, il y a un écueil à éviter, c'est de rentrer dans l'histoire. Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est pas un peuple? Une nation? Ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est qu'on n'en a rien à faire, mais jamais en Palestine. Où ils veulent, sur Mars, sur la Lune, n'importe où. Mais la Palestine, c'est autre chose. On n'a pas le droit d'occuper la terre d'un peuple, quel que soit le projet. Donc c'est aussi simple pour répondre, parce que c'est un piège. Parce que dès l'instant où on commence à vouloir leur répondre en disant « Non, les Juifs ne constituent pas un peuple », je pense qu'il n'y a pas de peuple juif en tant que tel, mais en même temps, il y a une communauté culturelle, etc. Mais ça ne me regarde pas, à la limite. J'ai pas envie d'entrer là-dedans. C'est un faux débat, à mon avis. C'est un faux débat où on risque de s'enliser, en plus. Le véritable débat, c'est qu'est-ce qui donne l'autorisation à quelqu'un de prendre la terre d'un peuple, quel que soit le motif. Quel que soit le motif. Et c'est là-dessus, c'est que de toute façon, la colonisation de la Palestine, quel qu'en fût l'auteur, est une usurpation de terre, est un crime, c'est un crime que rien ne pourra justifier jusqu'à la fin des temps, et j'espère qu'avant la fin des temps, on aura une issue heureuse, mais bon, après tout, vous me direz, après il y a la bataille d'Armageddon, etc., comme on disait au début, et puis on a peut-être nos chances, je ne sais pas. Nous sommes alors, je vous le dis tout de suite, vous êtes mal partis. Tel que je vois les têtes, là, généralement, c'est les forces du mal, ici. Hein. Bon, hein. Généralement, à mon avis, là, vu vos têtes, c'est les forces du mal. Vous n'êtes pas dans les forces du bien. Vous savez, les forces du mal, les forces du bien. Donc, bon, alors, toujours est-il que vous êtes considérés comme les forces du mal. Donc, toujours est-il que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est... Oui, il ne peut pas l'exprimer plus clairement. Il dit qu'il ne faut pas discuter avec les Juifs, lorsqu'ils vous disent, mais oui, pourquoi on ne serait pas une nation, pourquoi on n'aurait pas le droit. Il dit, le problème, c'est qu'ils aillent où ils veulent, sur Mars, sur Jupiter, mais pas en Palestine. Et il en revient immédiatement. C'est-à-dire, il s'oppose à lui-même un premier argument qui est intéressant à considérer. Pourquoi les Juifs seraient la seule nation qui n'aurait pas le droit d'avoir sa patrie, d'avoir son État, ce qui était un argument sioniste, enfin une question qu'ont posé les sionistes d'emblée. Et lui, il dit parce que ils n'ont pas usurpé une terre qui n'est pas la leur et qu'ils aillent où ils veulent, ils fassent leur nation où ils veulent. Puis immédiatement, il imagine qu'ils vont le faire sur Mars ou sur Jupiter, c'est-à-dire ils n'ont pas de place sur Terre. Et puis après, il en vient avec ses petites blagues sur les forces du mal et il voit son public, qui est le public c'est une conférence qui est faite dans le cadre du Parti des indigènes de la République, donc un public de gens d'origine étrangère, arabes ou africaine principalement. Il dit vous êtes les forces du mal. Et il blague un peu, racisme inconscient qui vient sur la forme d'une boutade ironique évidemment, et dont on va en voir d'autres éléments qui le submergent et qui l'engorgent en réalité, y compris à l'égard des Arabes. Et donc, c'est dans cette conception en miroir correspond agressivement la paranoïa inversive, comme toujours dans le discours antisioniste, dans le discours antisémite aussi d'ailleurs, et dans le discours raciste en général.
C'est-à-dire, ça lui fait affirmer que les Juifs ne sont venus en Palestine que dans l'idée de submerger et d'éradiquer le peuple qui s'y trouvait avant lui. Voilà. Il le dit, il le répète. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de gens qui fuyaient les persécutions et qui venaient en Palestine parce que nulle part ailleurs on voulait d'eux. Ce sont des gens qui sont venus avec l'intention de submerger, le mot est de lui, les autochtones et de les noyer sous la blanchitude. Voilà. Il parle des gens de l'Exodus et des rescapés des camps de concentration, quand même. Je vous montre ça. Du coup, les Palestiniens se retrouvent à devoir supporter. À devoir supporter tout cela. Alors, le mouvement sioniste, on l'a vu, est un mouvement qui est né vraiment dans le creuset européen, dans le mouvement des nationalismes européens, qui est complètement imbibé de toute la vision, la vision péjorative, la vision raciste sur ces peuples indigènes, qui sont des peuples évidemment pas civilisés, etc. Voilà, donc premier axiome, si vous voulez, le colonialisme juif est un colonialisme raciste, ce sont des gens qui veulent supplanter les Palestiniens. Et c'est maintenant que, autre extrait, un peu plus loin, où il parle de submerger, en parlant des rescapés de la Shoah qui veulent submerger les autochtones. Alors évidemment, bon, c'est inutile de préciser que les gens dont il parle sont des gens qui sont, je vous l'ai dit, des rescapés de la Shoah et qui n'ont aucune envie de retourner dans le pays de l'extermination de toute leur famille et de tous les leurs. Voilà, j'ai dit la dernière fois, c'est un discours typiquement lepéniste, zémourien, lepéniste, je ne sais pas quel mot lui donner, raciste en réalité, si on le compare par exemple à la réaction des Français racistes aux immigrants venus d'Afrique et qui se noient en Méditerranée parce qu'on leur refuse on les refuse de les accueillir en France ou en Europe. Voilà, c'est exactement du même ordre. C'était des gens qui étaient bannis de partout, dont toute la famille avait été exterminée en Europe. Là, je parle des gens en 47, donc au moment de l'Exodus. Et vous allez voir comment il les qualifie et comment il les traite, comment il les envisage. Intellectuellement, c'est ça qui est intéressant. Lui, il parle de submerger le mandat britannique sous le flot d'immigrants. Parce que la Palestine était encore, à l'époque, sous mandat britannique, donc il parle de 1947. Voilà, je ne fais plus de coupure, je vous le mets directement. Objectif. Là, vous avez un bateau de migrants. Des migrants juifs qui arrivent au large de Tel Aviv, qui s'échouent, et donc les immigrants qui vont donc prendre la fuite et pénétrer en Palestine. Et des bateaux comme ça, il va y en avoir des centaines. Pendant toute cette période. Le but des sionistes, et ils le proclament, leur objectif, leur mot d'ordre, c'est submerger le mandat britannique sous le flot des immigrants. Submerger le mandat britannique sous le flot des immigrants. Et donc les Palestiniens assistent à l'arrivée de milliers et de milliers d'immigrants, comme cela. Et les Britanniques tentent d'y s'y opposer parce qu'ils veulent respecter quand même le livre blanc. Et voilà, très important, il dit les Britanniques veulent quand même respecter le livre blanc. Donc pour comprendre un peu les choses, il présente les immigrants qui tentent d'entrer en Palestine et qui submergent le mandat britannique, c'est-à-dire que les soldats britanniques les empêchaient d'entrer en Palestine parce qu'il y avait des quotas imposés par les Arabes, qui voulaient que pas de cette immigration juive. Les soldats britanniques tentent d'empêcher ces gens qui sont les rescapés de la Shoah d'arriver en Palestine, et ils arrivent quand même, les navires s'échouent, arrivent au bord des plages, et les gens pénètrent à l'intérieur de la Palestine. C'est juif. Et il dit, les Britanniques tentaient de les empêcher parce qu'ils voulaient respecter le livre blanc. Le livre blanc, pour le dire très vite, ce sont à plusieurs époques, dont le dernier datait de 39, qui disait, qui promettait, c'était l'inverse un peu de la déclaration de Balfour, qui promettait aux Arabes qu'on allait limiter le flot d'immigration juive en Palestine, parce que les Arabes avaient mis cette condition à leur complicité, à leur participation à la guerre contre l'Axe. Voilà. C'est ça qu'on appelle le livre blanc. C'est un livre blanc qui a rendu évidemment les Juifs fous de colère et fous de rage, qui a dit on va limiter l'immigration juive en Palestine à partir de maintenant, et elle sera dépendante de l'acceptation des Arabes de cette immigration, du nombre de cette immigration. Voilà pourquoi il parle ici du livre blanc. Voilà, c'est une publication, donc je vous le redis maintenant, par les Britanniques mandataires, donc qui avaient le mandat sur la Palestine. Un mandat, c'est pas un dominion, hein. Un mandat, c'est-à-dire pendant quelques années, les Britanniques dominent sur la Palestine et s'occupent de toutes les affaires civiles, militaires et de police. Et au bout d'un moment, on va régler les choses et le territoire sera rendu à sa population légitime. Sauf que là, il y avait deux populations qui réclamaient ce territoire.
Il y a eu des livres blancs à 3 reprises, il y en a eu un en 1922, un en 1930 et un en 1939. Ce sont des séries de directives politiques, c'est ce que je vous expliquais, qui répondent à la pression arabe d'interdire la vente de terres aux Juifs, c'était marqué dans le livre blanc, rédigé par les Britanniques, donc pour apaiser les Arabes, et de limiter férocement l'immigration juive en Palestine. Et concrètement, donc le livre blanc, c'est la réponse accommodante des Britanniques aux révoltes arabes anti-juives. Et c'est le verrou posé sur les portes de la Palestine auquel frappent tant de Juifs menacés d'extermination en Europe. Et qui par conséquent, ils seront exterminés en Europe aussi, en partie à cause de ce livre blanc de 1939, qui limite l'immigration juive à 75 000 personnes pendant 5 ans, ce qui est très peu. Évidemment par rapport au nombre de gens qui sont persécutés en Europe et par rapport à l'immigration précédente, aux vagues d'immigration précédentes en Palestine au début du XXe siècle. Et qui stipule, je vous cite les termes du livre blanc, que la poursuite de l'immigration sera ensuite déterminée par la majorité arabe, ça c'est dans la section 2, et que les Juifs ne peuvent acheter de terres arabes que sur 5% du territoire du mandat, section 3. Donc le livre blanc, il est dicté par les impératifs imposés par les Arabes aux Britanniques, qui préfèrent évidemment choyer et accommoder la population arabe et les armées arabes, qui sont beaucoup plus importantes que les Juifs, qui n'ont aucune importance militaire. Et il indique, ce livre blanc de 1939 en conclusion, avant chaque décision périodique, des représentants juifs et arabes seront consultés. Après la période de 5 ans, aucune autre immigration juive ne sera autorisée, à moins que les Arabes de Palestine ne soient prêts à l'accepter. On est en 1939 quand ce livre blanc, ce dernier d'une série, est imprimé et est diffusé. Vous imaginez ce que ça signifie? En 1939, quelle est la condition des Juifs d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest, maintenant en Allemagne, et des Juifs allemands par exemple. Ça fait déjà, 1939, ça fait déjà 6 ans que Hitler est au pouvoir. Et alors, du coup, Youssef Boussouma, inversant paranoïaquement les choses, donc lui il dit le livre blanc il était très peu respecté, les immigrés arrivaient quand même pour submerger le mandat britannique, vous voyez, on a une horde de Cosaques, de Tatars qui arrivent pour submerger la Britannique, c'est pas du tout des gens persécutés qui essayent d'ouvrir les portes d'un foyer pour se réfugier, non, ce sont des barbares qui veulent submerger la Palestine. Il présente du coup les insurrections arabes anti-juives comme la conscience d'une population qui est menacée de mort. À la même époque, en 1936, en 1939, etc., il y a eu des grandes insurrections arabes, des grèves, des insurrections très violentes, avec même des pogroms, des massacres de juifs, et puis un conflit, une guerre civile qui éclate en Palestine. Lui, il le présente comme une insurrection légitime de la part des Arabes qui se sentent menacés de mort. Ils se sentent menacés d'extermination, parce que des Juifs arrivent pour se réfugier en Palestine alors qu'ils sont exterminés en Europe. Donc inversion paranoïaque des choses dans les termes, dans l'argumentaire, dans la logique, tout est toujours de cet ordre-là. Je vous montre un peu des extraits vidéo, parce que c'est pas simplement moi qui analyse, qui interprète ce discours. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. D'accord ? C'est vraiment le mouvement ancien de toute une population qui sait que ses jours sont comptés. Qui sait que ses jours sont comptés. Et d'ailleurs, il y a un éditorialiste fameux palestinien d'une revue qui paraît après la Première Guerre, dans les années 20, une revue palestinienne qui s'appelle Al-Karmal, qui est le nom de la colline qui est à Haïfa. Et il dit cette chose, il dit au train où les choses vont, eh bien, d'ici 20 ans, on aura perdu notre patrie. Le mouvement sioniste dispose de moyens considérables, il est aidé par toutes les grandes puissances, et nous n'avons qu'une chance. Et si ça continue comme cela, nous allons perdre notre patrie. Et alors on a des colons sionistes qui disent mais c'est n'importe quoi, vous accusez les juifs de tous les maux, etc. Encore une fois, c'est de l'antisémitisme. C'est ça qui est absolument... Et ça s'est réellement produit. Voilà, discours paranoïaque habituel, il continue, je vous ai pas mis toute la vidéo, il dit, enfin tout le passage, il met les Palestiniens sont parfaitement lucides sur ce qui les attend, pas du tout. C'était un discours, en effet, de propagandistes palestiniens qui disaient les Juifs vont tous vous tuer, les Juifs vont tous prendre votre place, défendez-vous. C'est un discours paranoïaque typique. C'était le discours hitlérien aussi, hein. Et tout est comme ça en permanence, c'est-à-dire une confuse vision en miroir de l'histoire et des peuples. C'était les Juifs qui étaient en train de se faire persécuter à l'époque, c'était pas les Palestiniens, personne persécutait les Palestiniens, il y avait une guerre civile entre les Juifs et les Palestiniens, c'est pas du tout une persécution. Ou dans le vocabulaire même, si vous voulez, c'est le vocabulaire qui compte. On a le droit de prendre parti pour un camp plutôt qu'un autre, mais le vocabulaire, il a un sens. Ils n'étaient pas du tout en train de se faire génocider, les Arabes de Palestine.
Et le discours antisioniste inverse en permanence les choses et parle, on l'a vu sur le mode le plus imbécile avec le poète de République dominicaine, mais c'est pareil chez Youssef Boussouma, c'est pareil chez tous. Quel que soit le niveau de raffinement ou de subtilité, en général assez faible de leur discours, il y a toujours cette vision, cette conception en miroir. Je l'ai montré en détail à propos de la Nakba, mais ça revient dans à tous les moments du discours antisioniste. Et à toutes les charnières de l'argumentation antisioniste. C'est comme ça en permanence. Une confuse vision en miroir de l'histoire et des peuples, où les sionistes sont les racistes envahisseurs, complices des nazis contre les Britanniques, dit-il à un moment dans sa conférence, et où les Palestiniens sont les victimes exterminées, comparables aux Indiens d'Amérique, dit-il encore à un autre endroit de sa conférence.